De gens qui construisent une pensée, et la philosophie, ça sert à quoi? Ça sert à bien vivre normalement, mais pourtant ces gens qui construisent des pensées, des systèmes pour vivre, mon Dieu, très souvent, quand on les conteste, quand on les réfute, ils ne se contentent pas d'argumenter, il faut détruire moralement, intellectuellement, parfois politiquement, la personne qui est en face de soi. Voilà, et cette question, vous allez donc la poser à Michel Onfray, qui est votre invité, à Claude. Bonsoir Michel Onfray. Michel Onfray qui vient de publier chez Flammarion L'Ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus. Bienvenue Michel Onfray. Claude, c'est à vous. Évidemment Michel Onfray, merci d'être venu depuis Caen jusqu'à Paris, cette ville où on pense mal, c'est ça? Moins bien qu'en province. Où on ne pense pas. Où on ne pense pas du tout, on fait de la télé, mais c'est bien aussi. Sérieusement, Michel Onfray, vous êtes un de ces philosophes qu'on attend, qu'on regarde, qu'on observe le plus en France. En témoignent les ventes de vos livres, en témoignent ces centaines de personnes qui se pressent chaque lundi à ce qu'on appelle l'Université populaire de Caen. C'est des conférences que vous donnez à Hérouville-Saint-Clair, banlieue populaire, et c'est important pour vous. Vous considérez que la philosophie, ça ne se pratique pas dans des cercles restreints, entre initiés avec un vocabulaire codé, mais c'est une philosophie pour le peuple, par le peuple, en tout cas une philosophie qui est concrètement dans la société. Et puis, Michel Onfray, vous êtes capable... on va dire quoi là, de violence, de détestation, de colère, on va dire de colère. Est-ce que la colère, monsieur le philosophe, fait partie du métier? Je ne suis pas sûr que je sois en colère, je dis simplement des choses qu'on ne dit pas. Dans ce livre, par exemple, où il est question de Sartre, quand je fais savoir qu'il a écrit dans des journaux collaborationnistes, quand je fais savoir que Simone de Beauvoir a travaillé à Radio Vichy, on dit vous êtes méchant, vous êtes agressif, ce sont des faits. Quand on nous fait savoir que Sartre s'est évadé du Stalag alors qu'il a été libéré assez probablement sur intervention du collaborationniste Pierre Drieux-La Rochelle, ce sont des faits. Donc je donne des faits. Alors on me dit vous êtes méchant, vous êtes agressif, vous faites de la polémique, votre livre est un pamphlet. Ce ne sont pas des pamphlets. Si un jour je fais un pamphlet, on verra la différence. Si un jour je me mets en colère, on verra la différence. Je me contente de dire des choses qui ne sont jamais dites. Il y a des légendes, elles sont entretenues. Alors ça, il faudrait faire une sociologie pour le coup à la Bourdieu, pour expliquer pourquoi il y a des légendes, donc des bons, des méchants, Freud extraordinaire, les antifreudiens des fascistes, enfin des sottises totales. Et moi, je me contente simplement de lire, de dire et de faire savoir. Je vais quand même revenir à cette idée de la colère ou de la bataille. Vous faites un très beau livre quand vous parlez de Camus. C'est une défense de Camus, philosophe solaire, philosophe qui vous ressemble, qui venait du peuple, pour qui les idées étaient des choses sérieuses, qui avaient conquis les livres, c'est ce que vous expliquez. Là-dessus, aucun problème. Et là où il y a un hiatus ou une interrogation, c'est pourquoi est-ce que pour défendre Camus, vous avez besoin de démolir Sartre? Non, je n'ai pas démoli Sartre. Pourquoi est-ce que, par exemple, je viens de vous dire des choses? Je démolis Sartre, là? Oh oui. Il se démolit tout seul, quand même. Oh oui, un peu. Non, mais il se démolit tout seul. C'est pas moi qui ai inventé des papiers publiés dans les journaux collaborationnistes. Qu'est-ce que ça apporte à la gloire? On va y revenir, mais qu'est-ce que ça apporte à la gloire de Camus que Sartre ait pu se tromper ou ne pas être à la hauteur de ce qu'il est devenu pendant la guerre? D'abord, ce livre fait plus de 500 pages. Il doit y avoir une vingtaine de pages consacrées à Sartre. Tout le monde considère que c'est un pamphlet contre Sartre. C'est un livre pour Camus. Alors je veux bien effectivement que on dise vous avez dit ceci sur Sartre, c'est vrai. Je mets tout ça simplement dans une perspective en disant j'aurais bien aimé faire une biographie de Camus dans laquelle le nom de Sartre n'apparaisse pas. Simplement, Sartre a passé sa vie à détruire Camus. Il a passé sa vie à construire et à faire construire une légende, avec Simone de Beauvoir, avec Janson, avec les temps modernes, avec Jean-Jacques Brochier. Ça a pris des années, jusqu'en 1970. Jean-Jacques Brochier, c'est l'homme qui avait écrit Camus, philosophe pour classe terminale. Voilà. Donc, voilà quelqu'un, Sartre, qui a décidé qu'il serait célèbre quand il était enfant, voir les mots, il le fait savoir, et qui se donne les moyens d'être célèbre. Il ment. Il entretient une légende considérable, pas résistant, plutôt collabo. Et pardonnez-moi, et pour défendre Camus, pour valoriser Camus, pour nous donner envie à nous aujourd'hui de lire Camus, il faut détruire ce que vous appelez la légende de Sartre. Oui, la légende écrite par Sartre. Et ce que vous dites aussi, si je reviens à la question qu'on posait au début, pour Sartre, la philosophie, la dispute avec Camus était forcément une guerre, si je vous suis. Il fallait détruire Camus, non pas le réfuter simplement. Ah ben, Sartre n'a jamais réfuté Camus. Il a traité de penseur des petits blancs, de penseur des colons. Il a fait savoir qu'il ne lisait pas de philo, que quand il lisait de la philo, il ne la comprenait pas, qu'il n'était pas agrégé, qu'il n'avait pas de lecture, que c'était un fils de pauvre, qu'il n'était pas normalien, que c'était même pas la peine qu'on lui conseille de lire Hegel parce qu'il ne le comprendrait pas. C'est ce que dit Sartre de Camus. C'est ce qui se dit encore, philosophe pour classe terminale. Et donc ça illustre, pardonnez-moi, une tendance générale
à démolir l'homme qui ne pense pas comme vous. Sartre et Camus divergeaient sur le communisme. On se situe dans l'après-guerre, on ne va pas faire un cours d'histoire. Ce que je veux dire, c'est que Sartre, ce faisant, démontrait sa malignité propre ou obéissait à une règle presque implacable. Tu ne penses pas comme moi, tu es mauvais, je te détruis. Ah ben Sartre avait juste envie d'être le patron, le chef, le chef du gang. Alors il a eu de la chance parce que non mais Nizan s'est fait tuer, Politzer s'est fait fusiller, Camus meurt dans un accident de voiture, Merleau-Ponty meurt d'une crise cardiaque. Dans les années 60, c'est réglé pour Sartre, il est tout seul. Il y a en face un Raymond Aron, mais de toute façon, il est de droite, donc l'affaire est réglée. Il est tout seul sur une espèce d'autoroute et il devient le boss. Parce que depuis la Révolution française, tout se passe à Paris. Donc le jacobinisme ayant triomphé, quiconque détient Saint-Germain-des-Prés détient la France, quiconque détient la France détient l'Europe, et quiconque détient l'Europe détient le monde. À l'époque, quand Sartre disait quelque chose, il y avait des échos partout sur la planète. Il y avait dans les journaux japonais, dans les journaux, etc. Il lui suffisait de dire de Camus que L'homme révolté était un livre de droite, puisqu'il avait plu à la droite, pour qu'on ne lise pas L'homme révolté. Je dis juste maintenant, si on peut passer de l'autre côté de Sartre, lisez Camus. Regardez ce qu'il a fait. Allez voir au-delà de la légende que Sartre a écrite et qui fait encore la loi. C'est juste pourquoi Sartre est nécessaire, mais passons effectivement à Camus, c'est plus intéressant. Je suis allé vous écouter lundi dernier à Hérouville-Saint-Clair. Et deux choses. D'abord, le monde qu'il y a. J'étais impressionné. Je rêve un jour d'être un philosophe qui rassemblera autant de monde dans un théâtre, mais ça ne m'arrivera jamais. Mais la deuxième chose, il y a quelque chose qui m'a surpris, pardonnez-moi, c'est une espèce mon Dieu, de gourmandise méchante quand vous parliez de vos adversaires, fussent-ils décédés. Si vous voulez un exemple, à un moment donné, vous expliquez que cette pauvre Simone de Beauvoir, paix à son âme, couchait avec ses élèves pendant l'occupation, des petites filles, hein, et que donc c'est pour ça qu'elle avait été virée. Peut-être vrai, peut-être faux. Qu'est-ce qu'on en a à faire aujourd'hui? Bah, évidemment, si vous le dites comme ça n'a aucun intérêt. Je dis simplement que dans la légende que Simone... Vous l'avez bien dit, j'ai pas triché. Bah, évidemment, mais je veux dire, si vous me permettez de dire ce que j'ai dit avant, ce que j'ai dit après et pourquoi je l'ai dit pendant, allons-y. Vous allez voir que c'est pas seulement l'anecdote. L'anecdote, on n'en a rien à faire. C'est la même chose avec Freud. On dit, ah, mais qu'il est couché avec sa belle-sœur, qu'est-ce qu'on en a à faire? Effectivement, on n'en a rien à faire. Ça arrive à des gens très bien. Simone de Beauvoir et les petites filles. Alors on nous fait savoir que ces deux-là ont été résistants. Alors on oublie effectivement Radio Vichy, Comédia, etc. On oublie tout ça. On nous dit qu'elle a été résistante. La preuve, elle s'est faite radier par Vichy. Je dis, elle s'est faite radier par Vichy, non pas par résistance et par antivichisme. Je dis simplement, elle couchait avec ses élèves. Donc voilà, ça ce sont des faits. Vous allez dire que je suis méchant avec Simone de Beauvoir. Je dis simplement qu'on n'est pas tenu d'être courageux. Au moment où vous disiez ça, je disais, vous vous mariez. Ça vous amusait de transgresser et de le dire. Bah, ça me fait marrer. Voilà des gens qui ont dit en permanence, on a été résistants, on a distribué des tracts, on a créé Socialisme et Liberté, on a écrit Ils sont morts, pardon, Michel Onfray. Ils font encore la loi. Elle est morte, Simone de Beauvoir. Le problème, c'est... non, qui lit les mandarins? Quand j'écris des choses sur des vivants, ils sont vivants, et c'est pas parce qu'ils sont vivants que je m'interdis de dire ce que je dis. On peut parler de vivants, j'en dirai autant si vous voulez. C'est l'imposture qui est gênante. C'est l'imposture. Qu'on n'ait pas été un héros, c'est pas un problème. Mais qu'on nous dise qu'on a été un héros, c'est un problème. Que Sartre n'ait pas été résistant, qu'il ait fait ce genre de choses, c'est pas mon problème. Mais que par la suite, il nous explique, un, qu'il l'est, et deux, que Camus ne l'était pas. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire, en gros, il s'agit de mettre sur la touche tous les gens qui ont été impeccables. Il est impeccable, Camus. En 1939, il cherche à s'engager. En 1941, alors que les enfants juifs n'ont plus droit à être enseignés, il donne des cours à Oran de manière clandestine à ces enfants-là. Il est dans la résistance à combat, il dirige combat, il publie lettre à un ami allemand. Jamais lui ne dira... J'ai été résistant, quand je parle, il faudrait qu'on m'écoute. Et Sartre qui fait savoir qu'à chaque fois que Camus s'exprime, il est juché sur son statut d'ancien résistant. C'est faux. Donc je dis aujourd'hui... Pardonnez-moi, en quoi la légende fausse, dites-vous, de Sartre, la légende fausse, dites-vous, de Simone de Beauvoir, a-t-elle quelque chose à voir avec le débat d'idées, la dispute, la philosophie? Parce que le titre le dit, ce qui m'intéresse, c'est moins Sartre, je vous le redis. Que Camus. Que Camus et que la position politique de Camus qui est intéressante pour aujourd'hui et pour demain. L'ordre libertaire, c'est ça qui m'intéresse. Ce que vous expliquez, c'est que Camus est un philosophe qui refuse la mort, qui refuse la pulsion de mort et qui refuse qu'on avilisse l'homme. Je synthétise. Ce qui n'en fait pas pour autant un moraliste mou, et il faut avoir le droit, il faut avoir le courage d'être moraliste. Il y a autre chose qui est intéressant quand vous décrivez Camus et qui renvoie à vous, qui renvoie à notre petit échange un peu en plaisantant au début sur Paris. Camus, fils de pauvre, Camus, fils de femme de ménage, qui a conquis les livres. Vous vous identifiez à ça, bien évidemment. Non, je m'identifie à la fidélité. C'est-à-dire, c'est fidélité aux origines. On peut être d'une certaine origine et ne pas être fidèle à cette origine-là. C'est pas un sésame d'avoir été fils de pauvre. Ce qui est pour moi intéressant, c'est de l'avoir été, de ne pas l'oublier et de rester fidèle aux pauvres, aux gens dont on ne parle jamais, au peuple réel et concret. Pas faire des dissertations comme Sartre faisait sur le peuple avec un P majuscule, en expliquant le prolétariat, la révolution, etc. Non, les petits.
les gens modestes, les humbles, ceux dont on ne parle jamais. Et Camus reste fidèle à ça. Comment peut-on, quand on est Albert, fils d'ouvrier agricole et d'une femme de ménage, devenir un jour Camus, c'est-à-dire prix Nobel de littérature, en n'ayant jamais oublié qui on était et en étant fidèle à tout ce petit monde. Est-ce qu'on est plus légitime à penser, philosopher à gauche quand on est d'extraction populaire? Ah non. Moi, je ne pense pas comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien... C'est ce qu'on entend quand on vous lit. C'est ce qu'on comprend. Quand vous décrivez Sartre, le bourgeois, qui avait tous les avantages dès le départ, y compris ceux de la culture, par opposition à Camus, on sent qu'il y a ça. Non, non, parce que Sartre est aussi fidèle à son enfance, et voyez les mots, il est fidèle à une enfance de petit bourgeois. C'est quelqu'un à qui on a dit dès le départ... Donc il y a de la lutte des classes dans la dispute philosophique. Ah ben évidemment. Il y a de la lutte des classes partout. Y compris dans la philosophie. Surtout dans la philosophie. Donc il y aurait une philosophie prolétarienne et une philosophie bourgeoise. C'est vite dit et c'est dans le vocabulaire du marxisme triomphant des années 50, mais je veux bien souscrire à ça. La philosophie est un sport de combat pour tout le monde, y compris pour ceux qui nous disent que ça n'est pas un sport de combat. Moi, j'abats mon jeu, clairement. D'autres en face ne l'abattent pas clairement et sont pourtant dans un combat. Et c'est très bien. Donc il faut combattre, proposer des visions du monde, proposer des éthiques différentes. C'est pas la même chose de faire savoir que, je sais pas, on peut bombarder la Libye ou qu'il ne faut pas bombarder la Libye. Pardonnez-moi, si je reviens aux origines, est-ce qu'on est dépendant d'elle en termes de légitimité, en termes de constance de pensée? Est-ce qu'on n'échappe pas à ça? Ah si, on n'échappe à ça. Regardez François Hollande qui nous fait savoir qu'il est issu d'un milieu dont il s'est défait. On se construit par rapport à un milieu. C'est un milieu intellectuel, c'est pas un milieu de classe. On est encore dans les classes. Ah ben oui. Moi, quand je suis entré à l'université en 1976, il y avait 0,6% de fils d'ouvriers agricoles qui entraient à l'université. Qui entraient. Entrer, ça veut dire on a son bac, on entre. Hein. Vous imaginez combien il en sortait? Est-ce que donc les fils d'ouvriers aujourd'hui, les fils des dames qui font le ménage, les fils des femmes qui sont caissières dans les grands magasins, il y a peu de probabilité pour que ces gens-là deviennent des agrégés de philo, puissent un jour être à ma place, écrire des livres, être publiés chez des grands éditeurs parisiens. Quelqu'un comme Camus était fidèle à ça et n'oubliez pas que, quand on est aujourd'hui fils d'une femme de ménage, d'une caissière, d'un ouvrier, d'un sans-emploi, etc., c'est pas que c'est difficile, c'est impossible d'exister. Camus le disait et je trouve bien qu'il l'ait dit et je trouve bien qu'on le redise aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup dit. Qu'est-ce que ça implique en termes de combat actuel, qu'il soit politique ou philosophique, ce hiatus entre les pauvres, les gens d'extraction ouvrière qui ne seront pas agrégés de philo sauf exception et les autres? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Pour l'avenir, pour le présent, pour l'avenir? Maintenant, là tout de suite. Un engagement du côté d'une gauche antilibérale. L'engagement aujourd'hui, il n'est pas du côté de la droite ou du côté de la gauche, il est du côté du libéralisme ou contre le libéralisme. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, voilà, on aura deux candidats dont l'un sera probablement élu et qui finalement va nous faire un programme qui sera libéral, c'est-à-dire l'argent qui fait la loi. Le fait de créer une université populaire, de vouloir continuer à vivre à Caen, chez vous, ça fait partie de cette constance, cette fidélité? Pour moi, oui. D'abord, j'habite à Argentan, c'est encore pire que Caen. Une horreur. Je plaisante. 14 000 habitants, une ville de sous-préfecture dont les boîtes ont fermé les unes après les autres, misère, pauvreté, chômage. Pardonnez-moi, Michel Onfray, vous pensez mieux ou plus juste parce que vous vivez à Argentan? Ah, je n'ai jamais dit ça. Parce que c'est une catégorie enfantine, on est d'accord. Vous seriez tout aussi juste à Saint-Germain-des-Prés. Oui, absolument, sauf que je ne serai pas le même homme. Et donc, ce sont des choses qu'on m'a proposées quand j'ai signé mon premier contrat, de quitter ce monde-là, de l'oublier, de quitter mon passé, d'être infidèle à mon passé, en me disant on va vous faire rencontrer les gens nécessaires, vous allez diriger des pages culturelles dans des journaux, on va vous faire rencontrer les gens utiles, et puis vous allez faire carrière dans ce milieu. J'ai refusé ça. Alors j'en tire pas gloire. On m'a dit il y a quelque temps que c'était une bonne stratégie. Je dis non, on n'a pas compris, c'était pas non plus une stratégie. Simplement, je suis bien là où je suis né, avec les gens que je côtoie, et je préfère côtoyer mes copains, ils sont bouchés, ils me vendent mes lunettes, ce sont les toubibs qui me soignent. Voilà, ce sont des gens qui sont ici, et pas des intellectuels, et pas des gens qui veulent parvenir au réussite. Est-ce que vous croyez que vous penseriez autrement? Oui. Vous ne penseriez pas les mêmes choses? Sûrement pas. Vous n'auriez pas écrit ce que vous avez écrit sur la politique rebelle si vous n'étiez pas... C'est une phrase très belle de vous, qui date de 99, si je ne dis pas de bêtises. Quand vous écrivez, vous pensez aux gens, je vous cite mal, qui n'ont pas la possibilité de quitter leur boulot, la possibilité de claquer la porte. J'ai travaillé à l'usine. De rendre leur tablier. Voilà, c'est ça votre expression. J'ai travaillé à l'usine pendant les vacances. Et j'ai quitté l'usine parce que le contremaître m'emmerdait. Donc je me souviens d'avoir enlevé mon calot, enlevé les choses, et puis d'avoir regardé. Alors il avait peur, il croyait que j'allais l'agresser. Alors évidemment, quand on s'arrête et qu'on travaille à la chaîne s'arrête. Donc il y a une espèce de bazar incroyable. Je suis allé vers lui, il a cru que j'allais lui mettre ma main sur la figure. Je ne l'ai pas fait. C'est simplement, je lui ai dit 2 ou 3 trucs. Et je n'ai jamais oublié le regard des gens qui travaillaient là, qui m'ont vu pouvoir faire ça. Ils savaient, eux, qu'ils ne pourraient pas rendre leur tablier.
Ils avaient des études à payer pour leurs enfants, la voiture à payer, les crédits, la maison, etc. Et je me suis dit, je vais tâcher de rester fidèle au regard désespéré de ces gens qui disaient, lui, il peut, nous, on ne peut pas. Juste une chose avant de rendre la parole à mes petits camarades. L'autre jour, à Caen, à Hérouville-Saint-Clair, vous avez dit que la télé, c'était pas fait pour débattre. Ben oui. Est-ce qu'on a un peu débattu, là, quand même? Vous m'embêtez parce que je vais être obligé de dire oui, mais c'est vrai que... Est-ce qu'on a un tout petit peu débattu? Il y a des plateaux de télévision sur lesquels le principe est la foire d'empoigne. Et celui-là, on l'a fait? On verra bien que non, on verra bien qu'on peut débattre. presque platonicien. On verra qu'on peut débattre. Bon, Michel Onfray, juste rapidement.